Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. À quelques jours de l'ouverture des 22e Jeux Olympiques d'hiver, Franck Ferrand nous propose une émission consacrée à la neige et au ski. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. J'ai demandé à Marc Menant de nous rejoindre aujourd'hui pour nous parler d'un certain nombre de nos champions des neiges et notamment de Jean-Claude Killy. En attendant, c'est au fondateur de la discipline que je voudrais consacrer mon récit. Quand je dis le fondateur de la discipline, c'est le grand Émile Allais, bien sûr. Et à la fin de l'émission, on vous répondra à la question que nous a posée Joseph via la page Facebook de l'émission. Joseph aimerait revenir sur l'origine des symboles associés aux Jeux Olympiques, le drapeau, la devise, évidemment la flamme. Eh bien volontiers, on répondra à la question de Joseph. Pour le moment, et ce beau temps d'hiver est en soi une véritable invitation au voyage, je vous propose de nous rendre tout de suite, sans plus tarder, à Megève. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Voici un des grands regrets de ma carrière. En 2003, alors que j'écrivais un livre sur l'histoire des sports d'hiver, j'ai eu au téléphone le grand, l'irremplaçable Émile Allais, le saint patron des skieurs français, si j'ose dire. Il avait 91 ans alors et bon pied bon oeil, il continuait de skier très régulièrement. Émile Allais m'a proposé de faire le voyage à Megève pour aller le voir, pour aller m'entretenir avec lui. J'ai bien des choses à vous montrer, m'a-t-il dit. Hélas, je ne l'ai pas fait. Est-ce que j'étais intimidé ? Est-ce que je n'aurais pas plutôt cédé à ce que mon entourage appelle une flemme olympique ? En tout cas, je suis resté à Paris, ou plutôt à Versailles, où je résidais à cette époque. Je n'aurais donc jamais rencontré Émile Allais, en quoi je me suis privé sans aucun doute d'un moment inoubliable. C'est ainsi, que voulez-vous, on ne revient pas en arrière. Émile Allais est mort maintenant il y a un peu plus d'un an, le 17 octobre 2012, à l'hôpital de Sallanches, mais entouré de son épouse Mireille, de ses 2 filles, de ses petits-enfants, tous skieurs émérites. Sa fille Karen a été membre de l'équipe de France de ski alpin en 1984. Son autre fille Kathleen a été sélectionnée en 2002 pour les JO de Salt Lake City dans la discipline du ski de boss. Quant à ses petits-enfants, ils sont déjà, disons-le, des fous de glisse. Neigeuse, évidemment. À sa mort, Émile Allais était tout juste centenaire. À Megève, chez lui, on avait célébré le siècle de l'enfant du pays en février 2012. Dites-vous que 2 ans avant sa mort, en 2010, il avait donc 98 ans à l'époque, Émile Allais skiait encore, pas tout à fait aussi vite, certes, mais il continuait de skier. On peut dire que jusqu'à ces dernières heures, il sera resté skieur dans l'âme. Au moment de partir pour l'hôpital, devait raconter Jean-Claude Killy, il cherchait encore partout ses chaussures de ski. Pour le président de la Fédération française de ski, Michel Vion, cette récente disparition a été un choc. Je le cite, « C'était un peu notre père à tous dans le ski de compétition. C'était un visionnaire qui a contribué à façonner notre sport à une époque où tout était à construire. » Alors, est-ce qu'à Megève, les actuels élèves du collège Émile Allais savent exactement ce qu'avait accompli ce très vieux monsieur? Il faut l'espérer, nous sommes là du reste pour rafraîchir la mémoire de tout le monde. S'il fallait résumer cette carrière en quelques mots, avant d'en venir aux détails évidemment, disons déjà qu'Émile Allais a été le premier champion du monde français de ski alpin. Il a même réalisé un triplé au championnat du monde de 1937 à Chamonix. Il est le père du ski moderne, si l'on en croit Killy lui-même. Il a notamment codifié la méthode de ski français qui porte son nom, la méthode Allais. Il a été le premier pisteur, c'est lui qui a introduit en montagne les tout premiers engins de damage. Il a été le premier moniteur, sa plaque de moniteur de ski porte le numéro 1. Ça s'invente pas, ça tout de même. Enfin, et peut-être surtout, il a été un visionnaire dans ce domaine, bâtisseur de stations, inventeur et adaptateur de matériel, cofondateur de l'École nationale de ski, j'en passe, évidemment. Disons clairement qu'en quelques décennies, Émile Allais aura largement contribué à faire du ski ce qu'il est devenu. Bien sûr, nous allons revivre le parcours de ce personnage hors norme, fils d'un boulanger de Megève. Mais avant cela, il faut peut-être préciser que les sports d'hiver sont tout de même une invention très récente. On ne peut pas débarquer là-dedans sans le dire et sans le préciser.
Pendant des siècles et des siècles, en effet, les grands massifs montagneux faisaient peur à tout le monde, même aux montagnards. C'est seulement au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, que certains aventuriers vont commencer à se lancer à l'assaut des cimes. En août 1786, le Mont Blanc est vaincu par Balmat et Paccard, évidemment. C'est le début d'une série d'exploits dans cette nouvelle discipline qu'on va un jour appeler l'alpinisme. Au siècle suivant, une clientèle fortunée à la recherche de beaux paysages, de fraîcheur, d'air pur, de nouveautés, prend l'habitude de venir passer quelques mois d'été dans des hôtels construits spécialement à Saint-Moritz, à Zermatt, à Cortina d'Ampezzo, à Chamonix bien sûr. Songez à Monsieur Perrichon dans la pièce de la Biche, le voyage de Monsieur Perrichon. Le Mont Blanc nous contemplait, tranquille et majestueux, écrit Perrichon de retour à son hôtel à Chamonix. Mais nous parlons toujours là de villégiature d'été. Et puis si l'on en croit la tradition, à Saint-Moritz, un soir de l'automne 1863, le vieux Johannes Badrout Donatch, qui est le patron du Kulm Hotel, est en train de partager un scotch au coin du feu avec ses derniers clients de la saison, des Anglais sympathiques. Il est un petit peu déprimé, le vieux Badrout, parce que son hôtel est sur le point de fermer pour 6 mois. À l'époque, on n'ouvre que l'été, évidemment. Et là, soudain, une idée lui traverse l'esprit. Pourquoi ne pas inviter quelques fidèles à fréquenter son établissement à ses frais pendant la morte saison? Le vieil hôtelier connaît le bon climat de l'Engadine, il s'engage sur l'honneur à rembourser à ses hôtes leur voyage pour le cas où il ne ferait pas beau. Pari tenu, les clients britanniques vont donc venir passer à Saint-Moritz les fêtes de Noël et ces fêtes se révèlent ensoleillées, très joyeuses. Ils reviendront donc l'année suivante et encore celle d'après. Ce sont les tout premiers adeptes des vacances de neige. Peu à peu dans les années 70, surtout 1880, cette habitude va se répandre et au début de 1900, on pourra parler d'une nouvelle occupation pour touristes fortunés à l'époque, les sports d'hiver. Quand je dis sports d'hiver, c'était la luge, le curling, le patinage. À l'époque, on parlait pas encore de ski. Celui-ci, et nous allons voir tout ça dans un instant avec Marc Menant, ce ski ne va voir le jour en tant que discipline sportive qu'au début du XXe siècle et dans un contexte militaire. Ce qu'il faut que je vous dise pour le moment, c'est qu'en 1916, donc en pleine Première Guerre mondiale, la baronne Noémie de Rothschild vient prendre ses quartiers d'hiver à Saint-Moritz donc pour passer la saison. Seulement, on est en pleine guerre. Et elle est indisposée d'entendre parler allemand partout autour d'elle. Alors, elle plie bagage et elle vient chercher refuge de ce côté-ci de la frontière, en Haute-Savoie, dans une pension modeste en surplomb d'un village inconnu sur les pentes du mont d'Arbois. L'altitude est assez médiocre, mais l'enneigement est magnifique et surtout la vue sur le Mont Blanc est superbe. Puisqu'il n'y a plus moyen de skier tranquillement en Suisse, dit-elle, installons ici notre propre Saint-Moritz. Eh bien, disons-le, la station de Megève est née. Après la guerre, le village va devenir un chantier incroyable, sous le crayon des architectes Nemo, puis surtout Lemesme. La station est officiellement inaugurée en 1922. Or, en 1922, cette station-là, elle héberge un gamin de 10 ans, dont le père tenait la boulangerie locale. Pour l'instant, c'est le petit Émile Allais, si vous voulez bien, parce que c'est un enfant. Il est né, donc ses parents étaient boulangers, je vous l'ai dit, dans ce qui était encore à l'époque le village perdu, paumé sur les pentes du Mont d'Arbois, le village de Megève. La boulangerie paternelle deviendra d'ailleurs un hôtel par la suite, le beau site que connaissent évidemment les gens qui vont à Megève. Alors, l'enfant a à peine connu son père, qui est donc mort au front pendant la Première Guerre mondiale. Sa mère va se remarié après sa mort. Il est encouragé à skier par son oncle, Hilaire Morand, le seul à Megève qui savait à peu près faire du ski, dira son neveu cité par Gilles Chapaz. Son oncle possède une paire de skis qu'il avait rapportée de Russie. Ça fascine, ça, le petit garçon, évidemment. Alors il va travailler d'ailleurs avec son oncle comme porteur pour des caravanes de touristes. Il les accompagne au moment des grandes excursions qu'elles font à l'ombre du Mont Blanc. Au début des années 20, les skieurs à l'époque sont encore bien rares dans le coin, mais Émile Allais, lui, va succomber bien vite à la tradition. Derrière la boulangerie, il y avait un pré, dira-t-il. Je voyais les Suisses de Megève venir y faire du ski. Le père du mitron était menuisier. C'est lui qui m'a taillé des skis. Mais ces skis ne lui plaisent pas parce qu'ils sont trop difficiles à diriger. Il faut pas oublier qu'à l'époque, les skis sont en bois, évidemment. Et à l'âge de 7 ou 8 ans, il va se mettre à bricoler lui-même tout sa petite affaire. Il démonte les portes d'un placard. Il récupère les charnières. Il les lie avec du fil de fer. Le tour est joué, si j'ose dire. Émile Allais a fabriqué les
première fixation de l'histoire du ski. Il pratique tous les sports avec autant de succès, le patinage, le hockey sur glace, puis par ailleurs la natation, le cyclisme sur la perche. Bon, vous avez compris que c'est un sportif accompli, mais à 17 ans, c'est bel et bien le ski qu'il choisit. Je crois que j'étais fait pour ça, dira-t-il. J'aimais la sensation de vitesse que procure la glisse. La vitesse est aussi un certain sentiment de liberté. Je pense que tous ceux qui pratiquent le ski, qui aiment le ski, savent de quoi je parle là et de quoi parle Émile Allais. Évidemment, ce sentiment d'avoir d'un seul coup le monde entier à conquérir. Lors de l'hiver 1926-27, il va travailler comme porteur de bagages à l'hôtel du Mont d'Arbois, donc qui appartient à la fameuse baronne Noémie de Rothschild dont je parlais. Ça va lui permettre de fréquenter un certain nombre d'instructeurs autrichiens. Il rencontre l'un d'eux qui s'appelle Otto Lantschner et qui va devenir son mentor, qui va le faire évoluer techniquement. À la fin de la saison, au cours d'une course de moniteurs autrichiens, parce qu'il y a beaucoup de moniteurs autrichiens donc à Megève, il termine deuxième, devrais-je dire, à la Côte 2000. En 1933, le voilà parti comme chasseur alpin à Clermont. Il en profite pour skier naturellement un peu plus. Il est repéré par la fédération de ski. Il intègre la même année l'équipe de France de ski, qui est toute neuve, toute jeune bien entendu, et il participe à sa première compétition internationale à Saint-Moritz, comme il se doit. Lors des championnats du monde de 1934, auxquels l'Autriche ne participe pas, ça tombe plutôt bien parce qu'ils sont bons, évidemment, les Autrichiens, dans cette discipline qu'ils ont contribué à forger. Il termine 29e au slalom descente, 27e au combiné. Le Suisse David Zog et l'Allemand Franz Pfnür se partagent les médailles d'or et d'argent de des trois disciplines, descente, slalom et combiné. On va revenir sur ces trois disciplines, bien entendu. Même, on pourrait dire maintenant, sur les 4 disciplines avec Marc Menant. En 1935, les championnats du monde ont lieu en Suisse encore à Muren. Il décroche l'argent dans la descente et dans le combiné. Là, ça veut dire qu'un Français, pour la première fois, grimpe sur un podium de ski alpin. Et en 1936, le ski alpin fait son apparition comme discipline à part entière lors des 4e Jeux olympiques d'hiver qui sont organisés cette année-là par l'Allemagne nazie. On est à Garmisch-Partenkirchen. La France obtient sa première médaille olympique grâce au bronze qu'il a décroché. Et il y a ce moment extraordinaire où il va falloir serrer la main du Führer. Je ne pouvais pas refuser, dira Émile Allais, et à ce moment-là, on ne pouvait pas se douter de ce qui allait arriver. Il se tient immobile sur le podium à côté des 2 vainqueurs qui, eux, effectuent le salut nazi. Alors cette image, elle a fait le tour du monde, on la voit, les 2 autres qui font bien sûr le bras tendu, le salut nazi, et lui, Émile Allais, qui a les bras tranquillement le long du corps. 70 ans plus tard, il racontera cette journée dans le Figaro. Hitler était venu en personne, dit-il, il y avait une foule immense, 10 000 spectateurs en bas de la piste. Jamais je n'avais vu autant de monde pour une compétition. Il n'en reste pas moins tout à fait droit dans ses bottes, si j'ose dire, ou dans ses chaussures de ski, notre skieur préféré. Il ne fera pas le salut, bien entendu. Alors, au moment de ces JO, on peut dire que Émile Allais, mais d'une façon plus générale, tous les observateurs sont très impressionnés par le champion autrichien Toni Zelos. Les Autrichiens règnent à ce moment-là, je vous l'ai dit, sur le ski alpin, avec leur technique qui utilise le chasse-neige dans les virages. Toni Zelos, à rebours de la tradition, vient d'expérimenter le parallélisme. Et ça va donner des idées à Émile Allais qui va s'en inspirer directement pour sa fameuse méthode. En février 37, il devient le premier triple champion du monde français de l'histoire au championnat du monde de Chamonix, en descente, puis slalom, puis combiné. Ce sont les premiers championnats organisés en France, 6 ans après la naissance de cette compétition internationale. Et on peut dire que grâce à cet exploit, Émile Allais va populariser un nouvel accessoire en quelque sorte, le fameux fuseau. Et oui, il est le premier à porter ce fuseau qui a été spécialement créé pour lui par le tailleur mégévan Armand Allard. Alors là, c'est pareil, si vous connaissez Megève, évidemment, Allard est devenu, il y a les grands magasins même Allard, qui sont un peu la mecque des amoureux du ski et des sports d'hiver. Mais c'est ce tailleur qui donc avait dessiné
fallait pour lui un pantalon droit et long, étroit du bas et rentrant dans la chaussure avec un élastique sous le pied, ce qui permet donc évidemment d'éviter tous les désagréments que peut procurer une descente à ski lorsque vous n'êtes pas ainsi équipé. Fin 1937, Émile Allais va publier en collaboration avec Paul Gignoux, qu'on a tendance généralement à oublier, la première méthode française de ski qui s'appelle Ski français. Ça, c'est le premier ouvrage de référence qui va remplacer la technique autrichienne du chasse-neige par les virages qu'on appelle Christiana, donc les skis parallèles. Pour skier en parallèle dans les virages, on recommande la plongée en avant et surtout ce qu'on appelle la ruade, c'est-à-dire un dégagement des talons par un saut sur les spatules. On peut dire que la méthode française du ski est née et c'est bien Émile Allais qui l'a élaborée. La même année, il va participer sous l'égide de Léo Lagrange. On est en plein Front populaire à l'époque. Léo Lagrange est le sous-secrétaire d'État au sport du Front populaire. C'est un personnage d'ailleurs, ça fait partie de nos serpents de mer. Ça fait plusieurs fois que je dis, il faudrait qu'on consacre une émission à Léo Lagrange. Après tout, ça finira peut-être par venir. En tout cas, c'est en présence de Léo Lagrange que Émile Allais participe à la naissance de l'école nationale du ski français, ce qu'on appelle la fameuse ESF. Vous savez, quand vous prenez des cours de ski, c'est toujours l'ESF. C'est le départ de l'enseignement du ski à la française et c'est la fin de cette suprématie autrichienne. En décembre 37, Émile Allais devient moniteur diplômé, donc avec cette plaque numéro 1. Il reste donc pour la postérité le tout premier moniteur de l'école de ski. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à votre récit sur le grand Émile Allais. Alors Émile Allais, en 1938, il continue à enchaîner les victoires. Bien entendu, en 38 à Engelsberg, en Suisse, il remporte l'or en combiné et l'argent en descente et en slalom. À cette époque, les photos renvoient de lui cette image, vous savez, l'image qu'on appellera Émile Allais, tout simplement la silhouette longiligne, le pullover au vent, le fuseau serré aux chevilles, les pieds pris sur de longues planches de bois sans aucune souplesse à l'époque. À cette époque, écrira Émile Allais, on skiait la plupart du temps sans lunettes, on ouvrait un œil puis l'autre, il fallait une certaine dose de chance. On pouvait accrocher une branche, j'ai gagné le championnat de France de descente en chutant, j'avais fait un saut périlleux et j'étais retombé sur mes skis, j'avais pas perdu de temps et donc il a gagné comme ça néanmoins les championnats de France. Alors en 1939, évidemment c'est la guerre, donc sa carrière s'interrompt brutalement. Alors elle s'interrompt surtout à la suite d'une fracture à la cheville qui va l'obliger à renoncer au championnat du monde et à la compétition en général. Donc la guerre arrive là-dessus, il est mobilisé comme chasseur alpin dans le bataillon de haute montagne de Chamonix et participera 4 ans plus tard à la libération en s'engageant dans le bataillon du Mont Blanc. Après la guerre, on voit Émile Allais partir pour l'Amérique où il crée et développe des stations, alors au Chili, à Portillo, à La Parva, en Argentine, au Canada, aux États-Unis, puisque Squaw Valley, Sun Valley, Telluride doivent pas mal finalement à Telluride comme on dit nous, doivent pas mal à Émile Allais. À Sun Valley dans l'Idaho, il enseigne à des vedettes d'Hollywood, notamment à Cary Grant. Alors ça aussi, ça fait des photos qui sont restées célèbres, ou au producteur, le célèbre producteur Daryl Zanuck. Sa renommée est telle qu'il va faire la couverture du fameux Life magazine en janvier 1949. Vous savez, les gens qui ont fait la couverture de Life, ce sont, on va dire, les héros de leur temps. C'est vraiment la consécration suprême. Il est, et il faut le préciser, il est également l'entraîneur des équipes canadiennes de ski pour les Jeux Olympiques d'hiver de 48 à Saint-Moritz et de l'équipe américaine pour les Jeux Olympiques d'Oslo en 1952. Il rapportera d'Amérique le fameux anorak matelassé, et allez, c'est lui encore qui nous ramène ça en Europe, ainsi qu'une machine à chenillettes qu'il détourne pour en faire une dameuse. Il sera ainsi le premier pisteur en introduisant les premiers engins de damage, en tout cas en Europe, puisqu'ils étaient utilisés donc aux États-Unis depuis déjà plusieurs années. C'est aussi chez les Américains de Head qu'il va puiser des bases techniques pour les skis, pour Rossignol, vous savez, la célèbre marque. De retour en France au début des années 50, il se consacre à la promotion du ski, cette fois en tant que conseiller à l'aménagement de stations. Mais oui, c'est l'explosion extraordinaire de toutes ces stations de ski dans les années 50 et 60.
Alors Émile Allais est là, à l'œuvre, au moment où on développe Méribel, où on développe Courchevel. D'ailleurs, il est nommé patron de la station de Courchevel en 1954. La Plagne, Flaine. Il travaille aussi pour la compagnie du téléphérique de l'Aiguille du Midi. Il est, on le voit un peu partout, hein. Il est également en Espagne avec la station de Sierra Nevada, qui accueillera les championnats du monde de ski alpin en 1996. Il officie également comme conseiller technique, donc, du fabricant de ski Rossignol, avec lequel il va collaborer pendant de nombreuses années. C'est ce qui fait que sur les affiches de cette marque, on voit beaucoup de photos d'Émile Allais à différentes époques, évidemment, de sa carrière. Et il va mettre au point, toujours pour cette marque, un certain type de ski devenu mythique, dont l'Olympique 41, le Métallet, le Strato, qui est le premier ski en fibre de verre, ou encore le premier ski métallique, qui s'appelle l'Allais 60, qui porte son nom. En 1960, c'est avec ces skis que Jean Vuarnet sera sacré champion olympique de descente à Squaw-Valley, sur une piste qui avait été tracée, imaginée, conçue par un certain Émile Allais. Décidément, les liens entre le champion et la marque sont étroits. Bruno Cerclet, qui dirigeait la marque, président du groupe Rossignol, va déclarer au moment de la mort d'Émile Allais, je le cite, « Émile Allais aura été un formidable créateur et inspirateur, un exemple au-delà du sport. L'histoire d'Émile et celle de notre marque sont intimement liées. Il a été un concepteur avant-gardiste, un skieur d'exception, un inventeur talentueux. C'est avec beaucoup d'émotion et de respect que nous saluons la mémoire de ce grand personnage qui a si activement contribué au rayonnement du ski français. Si sa disparition nous touche tous, c'est parce qu'il faisait partie de notre histoire. Nos premières pensées vont à sa famille et à ses proches. » Bonjour Marc Menant. Bonjour Franck. Grand personnage évidemment, Émile Allais. Alors moi j'ai raté la rencontre, bon c'est un fait. Nous allons parler nous de skieurs un peu plus récents, mais qui tous, Jean-Claude Killy en tête, se considèrent aujourd'hui encore comme les descendants, comme les enfants d'Émile Allais. Bien évidemment. Alors là il y a une première anecdote néanmoins, c'est qu'il a été en opposition avec Killy et quelques-uns dans les années 63-64. Il était le novateur génial dont vous avez parlé, mais bon cet homme qui avait tout réussi finissait par camper sur des certitudes. Ben, c'est ça évidemment. Et alors il ne voyait pas que de l'autre côté, bien évidemment, on avait envie de réagir et les Autrichiens, extrêmement astucieux, ingénieux, avaient inventé de nouveaux skis qui leur permettaient de tout rafler. Et lui, il disait, mais les Français manquent de courage, ils n'ont pas d'audace, nos skis sont bons. Et bien évidemment, il avait tort, c'était le matériel qui ne suivait pas. Mais après, il va s'y mettre. Non, mais bien évidemment, mais c'est cette petite période de doute. Alors dans un instant, nous venons au palmarès, à la vie, à l'exemple d'un certain nombre de nos grands skieurs. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et vous nous parlez dans Au cœur de l'histoire cet après-midi, Franck Ferrand, des grands skieurs à l'occasion des 22e Jeux Olympiques qui démarrent très bientôt avec votre invité Marc Menant, journaliste et écrivain. Eh oui, ces Jeux Olympiques de Sotchi qui vont se tenir du 7 au 23 février. Donc là, ça commence dans quelques jours. J'ai envie de dire, on va en manger du ski tous les jours, probablement. Alors, nous nous concentrons sur le ski, Marc Menant, mais évidemment, il y aurait bien d'autres disciplines à évoquer. Là aujourd'hui, le bobsleigh aussi, qui est une discipline extrêmement spectaculaire. J'ai eu le bonheur de faire une descente de bobsleigh sur la piste mystique de Saint-Moritz et dans des conditions invraisemblables, c'est-à-dire ça bigne. Vous avez l'impression que vous allez sortir, vous descendez à plus de 120 à l'heure et le bob doit être glissé par le pilote. Vous êtes le lest, vous devez subir l'ensemble et vous avez la sensation à chaque seconde, de par la force centrifuge, que vous allez être éjecté. Et vous avez des bobs qui se retournent comme ça et qui après finissent sur le dos jusqu'au bout. Donc la consigne, se tenir dedans, oui. La consigne, c'est s'il arrive quoi que ce soit, vous avez deux poignées comme des poignées de porte auxquelles vous vous tenez durant toute la descente. Et si vous passez sur le dos, c'est le casque qui devient patin. Voilà. Oui, bon courage. C'est le prince Albert de Monaco qui faisait du boxing. Oui. Alors revenons au ski. D'abord au ski lui-même, parce que j'ai raconté en 2 mots les origines des sports d'hiver, mais le ski, lui, comme objet, remonte au XVIIe siècle. On a les plus anciens skis connus sont d'ailleurs des skis français, de Massif Central, ils datent de 1681. C'est une invention norvégienne. Les Norvégiens se servent du ski au 18e, surtout au 19e siècle, comme d'un moyen de transport. C'est un peu le ski de fond, c'est le ski de fond. Et le ski alpin, lui, ne naît que beaucoup plus tard, au tournant du 20e siècle, et il naît dans un cadre militaire, il faut le dire, au départ. Comme toujours, souvent, il y a une nécessité. Voilà, c'est ça. Et on a un capitaine qui se retrouve avec ses troupes, malheureusement
ils n'ont pour se déplacer que les fameuses raquettes, mais les raquettes, vous êtes là, vous enfoncez, vous êtes pâteau, c'est pas l'ours, hein. Et malgré le grand empattement, il faut de grandes enjambées qui vous épuisent rapidement. Et il a l'idée de transformer l'esquisse de ses premiers skis et de les adapter pour ses troupes. Ils ont plutôt des espèces de spatules. Voilà. Hein. Et avec ça, ils vont obtenir le bénéfice d'un effort qui allège les troupes et qui leur permet d'être beaucoup plus performants. Voilà. Alors ça, ce sont les chasseurs alpins. Oui. Le premier concours, c'est 1912 ou 1911-12. Enfin, c'est juste avant la Première Guerre mondiale. Hein. On commence à faire déjà. Ce qui est amusant, c'est que dès qu'on invente le ski alpin, tout de suite, on crée des concours. Comme quoi. Comme toujours. Oui, c'est ça. Mais voilà. parce que c'est la nature de l'homme. Oui, c'est ça. Dès lors qu'il y a un appareil, vous essayez d'en obtenir la meilleure gestion, et puis à côté, vous êtes observé, le mimétisme entraîne, l'émulation, et puis t'as vu, j'ai réussi à trouver la petite goupille suffisante qui me place au-dessus de toi, et voilà, et on est emporté. Alors on a vu cet effet papillon amusant, la baronne de Rothschild qui vient skier à Saint-Moritz, qu'on a assez d'entendre parler allemand, qui va s'installer dans un village inconnu en France, qui va créer là une station devenue mondialement célèbre, Megève. Il se trouve que le fils du boulanger de Megève va se mettre à faire du ski parce que son oncle lui dit, ça devient Émile Allais, il va créer la méthode française, l'école de ski, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pendant longtemps, jusque dans les années 50, il y avait la méthode Allais, oui, qu'on vous faisait lire, mais enfin... On était dans la rigidité, Franck. Voilà. Et puis chacun a inventé un peu son truc, quoi. Oui, mais ce qui est invraisemblable, mais ce qui est compréhensible aussi, vous êtes face à la pente, c'est vertigineux. Mais notre position de bipède nous entraîne à vouloir rester bien droit. Ce qui fait que la position est inconfortable. Mais comment faire ? Alors par tâtonnement, on tente de gagner des positions un peu plus accroupies. Et le premier audacieux, celui qui va révolutionner le ski, c'est Jean Vuarnet, que vous avez cité. Il invente la position de l'œuf. C'est quoi la position de l'œuf ? C'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Recroquevillé sur soi, bien campé sur les jambes, la tête pratiquement sur les genoux, et, pardonnez-moi l'expression, le cul en l'air. Une position un peu fétale, on va dire. Voilà, position fétale. Mais ça, c'est invraisemblable à imaginer lorsque vous êtes sur une pente qui est un véritable mur. Il faut plonger, comme le disent d'ailleurs les skieurs. On ne prend pas la piste, on plonge dedans. Et il faudra donc avoir ce tempérament de découvreur, de cascadeur d'une certaine façon, pour s'offrir ce type de performance. Et ça va être pour Jean Vuarnet la grande conquête, et avec en prime le titre olympique en 1960. Alors justement, en 1964, au micro d'Europe 1, Jean Vuarnet était interviewé sur l'évolution du ski, et voilà ce qu'il répondait. De mon temps, on n'était pas de très très grande valeur, on était des self-made men en copains. Bon, et puis on a appris à devenir des champions tout seul ou presque. Tout seul, alors, bien sûr la fédération intervenait, mais enfin on n'avait pas de forte personnalité, il n'y avait pas de suite dans les entraînements, on cherchait, la fédération à ce niveau-là cherchait sa voie. Nous étions une bonne équipe sans aucun doute. Il nous manquait pas grand-chose, mais enfin quand on était cinquième, on disait miracle, c'est fantastique. Depuis on est devenu gourmand. Ça a été le miracle en 59, ça a été le miracle. Lorsque François Bonlieu, qui était le petit prince du ski, comme on l'a dit, et qui est un type extraordinaire, a gagné enfin à Garmisch le slalom d'un certain Candard en 59, fin 59. De ce jour-là, nous avons gagné. Nous avons gagné tout le temps. Ce slalom, Robert, c'était donc Jean Vuarnet qu'on entendait au micro d'Europe 1 en 1964. Oui, très Parce qu'il pourrait se mettre en avant, dire oui. ah oui, c'est moi qui ai changé le ski de compétition. Et aujourd'hui encore, ils sont tous les héritiers de ce que j'ai inventé. Alors ce challenge dont il parle Robert of Kandar, c'est la grande descente. C'est le mythe. Ça a été la première épreuve, inventée d'ailleurs par un Anglais. Et les Anglais, c'est intéressant parce que c'est en Autriche que tout... L'invention au départ, elle est norvégienne. C'est en Autriche que tout se passe et les règles du jeu, si je puis dire comme d'habitude, ce sont les Anglais qui les fixent. Les Français, dans cette période très empirique, vont néanmoins décrocher la première médaille d'or en descente aux Jeux Olympiques en 1948 avec Henri Oreiller. Et tous ces champions, en particulier de descente, c'est la sensation de vitesse qu'ils vont chercher. Ce désir de l'extrême, comment taquiner l'absolu ? Et lorsqu'il arrête la compétition, que fait-il ?
Eh bien, naturellement, comme plus tard Jean-Claude Killy, il va devenir pilote automobile. Malheureusement, à l'époque, la course automobile offre peu de sécurité. Il va se tuer au Grand Prix de Paris à Montlhéry. Henri Oreiller, donc le champion olympique de 48, le champion olympique. Mais, néanmoins, Killy, qui lui naît en 1943, dont le père est l'un des fondateurs de Val d'Isère, mais pas Val d'Isère tel qu'on connaît la station aujourd'hui. C'est le petit village avec quelques chalets qui sont là en bataille, et l'hiver, là encore, faites un effort d'imagination. Quand la neige, la poudreuse commence à s'accumuler, les maisons, eh bien, elles disparaissent, tant et si bien qu'il n'y a plus que les toits qui dépassent. Et qu'il y raconte, mon père m'offre mes skis, j'ai 3 ans. Et d'abord, je reste presque 3 heures tout seul sur mes skis, comme ça, là, en aventure totale. Et sa grande conquête va être le toit du chalet qui se trouve en face, où il va commencer à taquiner les lois de l'équilibre. Et Killy va être dans cette position toujours de recherche de la meilleure vitesse, jusqu'à ce que lui s'affranchisse des lois de la pesanteur, en n'osant non pas grignoter dans la pente en cherchant le plus court, mais en épousant la pente. C'est-à-dire qu'il va aller chercher les trajectoires comme en course automobile. C'est complètement fou, car grâce à ça, il gagne de la vitesse. Mais pour pouvoir atteindre un tel degré de maîtrise, que de chute, rien ne l'arrête. Bien sûr. Il faut à chaque fois repartir. Alors, on va venir tout à l'heure évidemment à Jean-Claude Killy, on va parler des Jeux Olympiques de Grenoble, qui restent nos grands Jeux Olympiques d'hiver en France. C'était en 1968. Il y a eu depuis, il y a eu ceux d'Albertville ensuite, bien sûr. Oui. Mais revenons un instant à la technique. On parlait d'Émile Allais, on parlait de Vuarnet qui ont perfectionné le ski. Il y a une question de longueur, de largeur, de flexibilité, de fixation et de quart, si je puis dire. Oui. Alors il faut arranger tout ça. Aujourd'hui, on a des skis qui sont suffisamment performants et même au plus haut niveau, ça a moins d'incidence. Mais avant, on passait des produits pour améliorer la glisse, c'est-à-dire que le bois en tant que tel, il a un côté râpeux qui vous freine. Comment faire en sorte que ce bois épouse la neige, qu'il glisse ? Et alors, il y avait ce que l'on appelle le fart. Et vous aviez de véritables techniciens. Et vous pouviez perdre une course simplement parce que vous n'aviez pas piqué le petit col. Voilà, mal préparé. Et il vous fallait des techniques extrêmement subtil, mais on était en pleine alchimie. Et soudain, vous aviez le technicien, celui qui n'était pas le roi de la compétition, qui trouvait le petit truc, et les champions cherchaient ces personnages capables de leur offrir la performance. On déchaussait beaucoup moins facilement qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on se cassait les chevilles tout le temps. C'était chevilles, genoux, enfin toutes les articulations. Ouais, les conséquences, il n'y avait pas la flexibilité, et il va falloir aussi, c'est apprendre à faire en sorte que les jambes deviennent de véritables amortisseurs, parce que la vitesse nécessite cette capacité physiologique à faire de nous des hommes ressorts en quelque sorte. Il n'y a que comme ça que vous pouvez passer les difficultés. Alors dans l'équipement, on a vu le rôle d'Allais pour ce qui est du fuseau, le fuseau Allard. Ensuite il y a eu l'anorak qui nous a rapporté des États-Unis et du Canada. D'ailleurs je crois plus du Canada que des États-Unis, si ma mémoire est bonne, enfin, c'est à vérifier. Et puis alors cette histoire des lunettes qui va jouer un rôle très important, et qui dit lunettes dit soleil. Il faut pas oublier que, et ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais qui a son importance, si on s'est mis à aimer le bronzage, et si ces dames ont voulu être de plus en plus bronzées à mesure qu'avançait le XXe siècle, c'est au ski et à la neige qu'on le doit, puisque le bronzage au départ c'est pas du tout sur les plages, etc. C'est au ski, c'est un bronzage alpin. Mais c'est un bronzage alpin extrêmement dangereux pour la rétine. Et en plus très dangereux. C'est-à-dire que les effets de réflexion font que vous allez avoir les yeux qui gonflent et vous pouvez même être aveugle. Ça a été l'un des grands drames connus par nombre d'alpinistes. Donc la lunette est l'un des éléments essentiels, pour ne pas dire l'élément capital, en particulier pour un descendeur. Bon, il resterait que les bâtons, mais ça on en parlera une autre fois. Pour le moment, on en vient à 1968 et à Jean-Claude Killy. Franck Ferrand, 14h, 15h. Avec Hugo un Frey extrait que de nous cette saluons montre. très, très amicalement, bien entendu, comme toujours. Il écoute beaucoup Europe 1. Et l'émission en particulier. D'accord. Bonjour Yves. Il faut que nous évoquions donc cette période plus récente, Céline, c'est-à-dire à partir des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. Ça a été un tournant dans la conception, dans l'image que les Français se sont faites du ski et de la montagne en général. Alors déjà, il y a
restons deux secondes dans la jeunesse de Kili. C'est-à-dire qu'il va se passer un phénomène. Là encore, comment expliquer cela ? Vous avez une génération qui va émerger d'un village en particulier, c'est celui de Val d'Isère. Vous avez Kili, mais il n'y a pas que Kili. Avec lui, sur les pentes, un tout petit peu plus jeune, les sœurs Guatchel. Et l'instituteur, à la sortie des cours, convoque toute sa petite troupe, et la détente, c'est pas de jouer aux billes, c'est mon gars de monter sur les planches, tous alignés, et c'est le premier qui est en bas. Garçons et filles. Garçons et filles mélangés. Il n'y a pas de trajectoire à suivre. C'est l'audace. Allons-y, on s'explique. Et c'est comme ça que la petite Marielle, elle va devenir une sacrée teigneuse, et que du bâton que vous parliez tout à l'heure, elle va titiller les garçons qui sont sur son passage. Ils vont se forger un caractère inouï. Tellement inouï que même les drames les plus forts ne viendront plus les déstabiliser moralement. Kili va se révéler rapidement, dès l'âge de 14 ans, on se dit que ce garçon-là a tout pour devenir un grand champion. Même si on ne comprend pas cette capacité de tenter de nouvelles positions, parce qu'il y a toujours, au fil des étapes, même si encore on n'a pas bien positionner l'homme sur les planches, il y a des stades intermédiaires où tout le monde se copie. Et lui, il se place toujours en dehors. Avant l'émission, Marc, vous me parliez de Guy Périllat qui a joué un rôle dans le destin de Kili. Il est allé voir son père, c'est ça ? Alors, il y a Périllat et il y a aussi Adrien Duvillard. Oui. Et c'est-à-dire que un jour, le petit Kili, il montre des qualités, mais il n'est pas bien équipé. Et dans ce monde de grande compétition, où aujourd'hui, je dirais que l'on s'épie, on est dans la jalousie, là, là, on est dans la fascination de l'autre. C'est l'émulation la plus saine, c'est le sport dans ce qu'il a de plus noble. Et il arrive avec la paire de skis qu'il offre au gamin en lui disant: ton toutoune, il lui faut de bons skis. Toutoune, c'est le surnom donné par les parents, par les parents de Kili à leur garçon. Il faut savoir qu'il y a une première rupture dans la famille, le divorce des parents, le petit Kili qui va se retrouver en pensionnat dans la vallée, coupé du ski, il est en forte dépression, il fait une primo-affection qui va rendre le garçon plutôt fragile côté santé, et malgré cela, il sera le grand champion, mais ça va lui demander une rigueur dans l'entraînement que peu de champions alors ont. Il n'y a pas que ça. Lorsque, à 18 ans, il se retrouve au volant d'une voiture avec un compagnon, le drame épouvantable, le gamin qui reste à côté de lui, et là, vous imaginez comment surmonter cela. Et c'est cette passion qui l'anime. C'est pas un skieur, il vit le ski, il a la tripe du ski. C'est une manière d'être, et ce désir du surpassement va lui valoir de se replacer tout de suite en dehors de ce qui le ronge, de ce qui l'abattrait définitivement, et il va d'ailleurs remporter sa première grande compétition peu de temps après. C'est un slalom géant, et juste avant, il dit à son père est un ancien pilote de chasse, et il a un magnifique chronomètre, qui était ces chronomètres que l'on avait quand on était... Voilà, l'aviateur. Il lui dit: dis donc ton chronomètre, si je gagne, tu me le donnes. Vas-y mon toutoune, je te le donne. Et je ne sais si c'est ça qui le motive, il n'a pas besoin de cet élément supplémentaire pour puiser l'ambition. Il n'en reste pas moins qu'il remporte l'épreuve, et le père qui est là ce jour-là, qui vient et qui lui dit, il lui enlève, donc il enlève le chronomètre qui représente pour lui, vous imaginez, cet investissement durant la guerre, les risques, c'est une sorte de porte-bonheur. Et là, voici mon garçon, ce porte-bonheur, il est pour toi. Et le gamin qui le met à son poignet et qui ne le quittera plus. Voilà la mentalité d'un Kili qui n'est pas spécialement toujours, disons, dans l'euphorie des autres. Lors d'une autre victoire, son père organise une grande fête. Et il voudrait que le gamin vienne, penser, il faut le célébrer. Mais lui, il a ce sens de la fragilité de sa santé à cause de cette primo-affection qu'il a traînée pendant des mois. Et donc, il s'impose la rigueur. Il faut dormir de bonne heure. La fête, ça sera pour plus tard. C'est pas au moment de la compétition. Et il y a également un personnage que l'on n'a pas encore cité, mais qui apparaît dans les années 60 et qui va créer dans le ski français un état d'esprit, c'est Bonnet. Eh oui. Et ce personnage-là, Honoré Bonnet, va introduire chez les skieurs l'idée d'être un être complet
dans la compétition. Il ne s'agit pas simplement d'être habile, à glissailler comme ça, oui, à faire preuve un peu de courage. Non, mes garçons, il faut se muscler, il faut apprendre à avoir de la souplesse, et pareil pour les filles. Et là, donc, les uns et les autres vont y trouver la rigueur nécessaire pour être des athlètes complets, condition sine qua non pour pouvoir battre enfin les Autrichiens. Alors, Killy, les sœurs Guatchel, vous nous parlez de cette nouvelle génération du ski français. Il y a la rencontre de cette génération avec le grand événement que sont les Jeux Olympiques. On est dans la France gaulienne, on est en 68 en l'occurrence. Mais les sœurs Guatchel ont donné aussi le coup d'envoi, si je puis dire, puisqu'à Innsbruck, oui, déjà. Elles sont là, elles gagnent les médailles. 2 sœurs en plus, quelle histoire. Formidable. Et la Guatchel, sa gouaille, Marielle, oui, mais j'ai dit la Guatchel. Ouais. Elle se retrouve devant le général de Gaulle, c'est tout juste si elle ne le tutoie pas. Mais elle est fière, parce qu'elle vit le fanion français. Elle court avec le drapeau et cet homme qui a libéré la France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Innsbruck, on espérait de Killy de grandes performances. À quelle performance? La descente, il part, bille en tête, 50 mètres, la chute. Ben oui. Le petit défaut de quart, il n'en est pas tout à fait responsable. Tout le monde se gausse. Et là où il était encensé, il devient le... on connaît la presse sportive. Voilà, mais oui. Pas la presse sportive, mes chers confrères, pardonnez-nous. Mais ayons le courage de nous mortifier de temps en temps en reconnaissant nos défauts. Donc il devient presque le pestiféré, le has-been. Et là, il va encore puiser dans son moral l'énergie nécessaire pour refaire surface. Et c'est en 1967, un an avant les Jeux Olympiques, il remporte toutes les grandes descentes, il remporte la première Coupe du Monde. Mais quand on est titré comme ça, il faut pouvoir ensuite tenir l'ambition, car le pays attend Killy. Va-t-il être le champion consacré? À l'époque, tout le monde écoute Europe numéro 1, évidemment, et les reportages de Fernand Choisel. Voici au micro de Fernand Choisel, Jean-Claude Killy, qui le 9 février 1968 parle justement de sa descente. On est aux Jeux Olympiques de Grenoble. 1 heure avant le départ, il y a eu un instant de panique parce que le fort de mes skis était entièrement parti et que j'ai hésité entre en remettre une nouvelle couche ou laisser comme ça. Et on sait qu'un fartage très neuf doit glisser au moins pendant 2 km avant d'avoir son rendement maximum, et ce que je ne pouvais pas faire. Alors j'ai laissé comme c'était et puis ça a très bien marché comme ça. Comment se fait-il que vous ayez fait cette petite faute-là? Eh bien parce que je suis allé m'entraîner sur un téléski que je croyais en neige poudreuse et en fait c'était tout glacé. Est-ce que vous vous sentez bien dans la peau d'un champion olympique? Ah bien sûr, je suis venu là pour ça. C'est arrivé, c'est formidable. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Sentez-vous qu'il y a quelque chose de changé maintenant, entre midi, ce matin, et maintenant? Non, il n'y a rien de changé, parce que malgré tout, j'ai déjà été champion du monde, et je dois reconnaître qu'à l'époque, ça m'avait beaucoup plus marqué qu'aujourd'hui. Le jour où j'étais champion du monde, je n'avais pas l'habitude de gagner des grandes courses comme ça. Et surtout, je ne pensais pas être champion du monde quand j'ai gagné. Ça a été extraordinaire, alors que maintenant j'ai l'habitude de gagner des grandes courses et ça me fait beaucoup moins d'effet. D'abord, je vais arrêter de skier dans le système actuel. Et vous allez passer professionnel? Certainement, oui, au mois de mai. Je finirai la Coupe du Monde que je considère comme très importante. Et puis l'année prochaine, je skierai certainement en Amérique. Vous voulez skier encore? Vous aimez skier? Oui, c'est surtout ce que je sais le mieux faire, alors autant en profiter. Ce qui est extraordinaire lorsqu'on entend Jean-Claude Killy, c'est cette espèce de self-control, oui, mais là encore, de modestie. Oui, mais c'est le bénéfice de la méthode Honoré Bonnet, qui les a formés au yoga, à cette capacité. Et Killy a été l'un des premiers à visualiser une course. C'est-à-dire que jusque-là, on n'avait pas en projection plus loin que le bout de son nez, en quelque sorte. On regardait les spatules, tandis que lui, il anticipait 200 mètres dans une descente, et dans un slalom, c'était 4 portes. Il se projetait. Et avant un départ, il était toujours le premier, en haut dans la cabane. Il fermait les yeux et il essayait d'être déjà. Donc, en quelque sorte, lorsqu'il était dans l'action, ce n'était plus que l'accompagnement, l'accomplissement de ce qu'il avait rêvé. Il faut noter un personnage aussi, c'est Michel Arpin, qui a été un grand champion et qui malheureusement était légèrement en dessous et victime d'un accident de voiture, il abandonne la compétition. Et c'est lui qui va se charger de la préparation des skis de Killy. Et Killy le dit toujours, sans Arpin, je n'aurais pas été champion olympique. Par exemple, il sélectionne 37 paires de skis
pour en retenir une pour la descente. Mais là, on a l'impression aussi que, bon, la descente, avec ce côté extrêmement... j'aime pas le mot zen parce que c'est un peu un cliché, mais comme si, bon, détendu, voilà. En tout cas, mais en n'oubliez pas que derrière, il y a encore le slalom géant et le slalom spécial. Alors le géant, il a toujours été un grand spécialiste. Ça se passe plutôt bien, mais après, il y a le spécial. Et là encore, il a une mauvaise position au départ. Donc ça signifie que quand il va s'élancer, la piste aura été déjà bien abîmée par ceux qui l'ont précédé. Et en particulier, Karl Schranz, l'Autrichien, l'homme de toutes les victoires et qui a réussi le meilleur temps. Et pourtant, il y a quelque chose qui surprend Killy. Il regarde Schranz, un exubérant habituellement quand il remporte une victoire. Là, il a l'air déçu. Oui, je fais un petit sourire, mais légèrement crispé. C'est à lui de partir et dans sa tête, il comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et là où théoriquement il est battu parce que c'est Schranz, eh bien on déclassera Schranz après et Killy ne s'est pas laissé influencer. Il a donné le meilleur de lui-même et il égale ainsi l'exploit d'un autre Autrichien qui s'appelait Tony Seller et qui avait lui aussi remporté 3 médailles olympiques. Merci beaucoup Marc Menant. Il y aurait encore tellement à dire. Nous en sommes là au tournant des années 70, c'est-à-dire à la naissance de ce qu'on pourrait appeler vraiment le ski moderne. Donc il y aurait beaucoup à dire sur l'évolution des stations, l'évolution du matériel, les champions, les disciplines elles-mêmes, avec des skis beaucoup plus courts, avec le monoski, avec tout ça, le surf des neiges. Voilà, il y a pratiquement plus de champions capables de briller dans les 4 disciplines, puisqu'elles sont 4. Et pour cause, elles se sont beaucoup distinguées. Merci beaucoup de nous avoir emmenés sur les pistes et un peu dans la poudreuse aussi de temps en temps. C'était assez agréable. Merci Marc Menant. Je rappelle évidemment que les Jeux Olympiques de Sotchi ont lieu du 7 au 23 février. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Joseph qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission, qui à l'occasion des Jeux Olympiques de Sotchi, que vous pourrez bien évidemment suivre sur Europe 1 dès vendredi. Joseph voudrait en savoir plus sur l'origine des symboles qui y sont associés, comme le drapeau, la devise ou encore la flamme. Alors vous savez que pour ce qui est du drapeau, les fameux anneaux olympiques, on pense en général que chaque cercle représente un continent en particulier, mais en vérité, c'est pas ça. La volonté de Pierre de Coubertin, c'était d'afficher une union complète entre les différentes régions du monde et de ne pas marquer de différenciation. Les anneaux enlacés, qu'on verra flotter pour la première fois en 1920 aux Jeux d'Anvers, signifient justement cette union. Le drapeau olympique est tout blanc avec au centre 5 anneaux enlacés, bleu, jaune, noir, vert, rouge. Ainsi dessiné, il est symbolique, écrira-t-il. Il représente les 5 parties du monde unies par l'olympisme, et ces 6 couleurs, d'autre part, reproduisent celles de tous les drapeaux nationaux qui flottent à travers l'univers jusqu'à nos jours. Alors, la devise, elle est également de Pierre de Coubertin, ça ne surprendra personne, Quitius, Altius, Fortius, plus vite, plus haut, plus fort. C'est un peu une injonction donnée aux athlètes d'avoir à se dépasser, de donner le meilleur d'eux-mêmes et de repousser toujours un peu plus les limites. Quant à la flamme olympique, eh bien elle nous ramène évidemment à l'origine même de cette manifestation, puisque c'est un symbole qui renvoie à l'origine de Jeux Olympiques, dans l'origine antique, du temps des grandes Olympiades de la Grèce antique. C'est à Olympie que le rituel commence, plusieurs mois avant l'ouverture des Jeux. On allume à Olympie la première torche grâce à un grand miroir, le scaphia, et ce miroir, vous savez, concentre les rayons du soleil. Hop, on allume la torche et ensuite, eh bien, elle va suivre tout un relais entre Olympie et le lieu actuel des Jeux, en l'occurrence Sotchi. Et bien entendu, ai-je besoin de le préciser, vous pourrez suivre les Jeux Olympiques d'hiver constamment sur Europe 1 pendant toute leur durée.